désormais, le 19 mai 2005, la Cour internationale de justice a rendu sa décision sur le différend opposant la République gabonaise à la République de Guinée équatoriale concernant les frontières terrestres et maritimes et la souveraineté sur les îles Mbanié, Konga et Cocotier. Permettez-moi d'insister sur le titre officiel de l'affaire tel qu'il apparaît dans l'arrêt de la Cour internationale de justice: délimitation terrestre et maritime et souveraineté sur des îles. Vous l'aurez compris, et j'insiste sur le titre pour bien faire comprendre que Mbanié n'est que la dernière question posée au juge. Ce premier point fait, je voudrais ensuite rappeler que l'arrêt du 19 mai 2025 est l'aboutissement provisoire d'un litige qui oppose nos deux pays depuis plus de 50 ans et qui avait déjà opposé la France et l'Espagne pendant la période coloniale. S'agissant du rappel historique, je l'ai dit il y a un instant, ce conflit remonte à la période coloniale, même si les tensions se sont intensifiées après l'indépendance des deux pays. C'est au début des années 70 que le conflit apparaît dans sa forme actuelle. Dans un premier temps, le différend sera d'abord traité dans le cadre d'une médiation africaine confiée au président Marien Ngouabi du Congo et Mobutu Sese Seko du Zaïre. Il s'agissait pour la médiation africaine, qui tiendra 2 sessions à Kinshasa et à Brazzaville, d'aider au règlement du différend par des voies pacifiques et, je cite, dans un esprit de bon voisinage, de solidarité et de fraternité africaine. Fin de citation. La tension baissera à la suite de cette médiation et au milieu de l'année 1973, un réchauffement substantiel des relations s'amorcera entre les deux pays. Ce mouvement se concrétisera par une première rencontre entre les deux chefs d'État à Libreville en juillet 1973, suivie d'une visite officielle du président Francisco Macias Nguema au Gabon en juillet 1974, avant que le président Albert Bernard Bongo ne se rende à son tour en visite officielle en Guinée équatoriale. Et c'est au cours de cette visite que sera signée le 12 septembre 1974 la Convention de Bata, précisant et déterminant les frontières terrestres et maritimes entre le Gabon et la Guinée équatoriale. Cette convention reconnaît la souveraineté gabonaise sur Mbanié, Cocotier et Konga, et elle trace la frontière maritime entre les deux pays. Par la signature de cette convention, il était légitime d'estimer, avec le président Albert Bernard Bongo, cité par le quotidien L'Union du 20 septembre 1974, je cite, que tout était réglé avec la Guinée équatoriale. Fin de citation. Cette convention de Bata, que la Guinée nie aujourd'hui, a bien produit ses effets puisque plus de 10 ans, la Guinée ne l'a jamais contestée. Qu'il me soit permis, Monsieur le Président de la République, à ce stade, de faire un nouveau point. Bien que l'original de la convention de Bata n'ait pu être retrouvé, une ampliation officielle se trouve toujours aujourd'hui dans les archives du ministère français des Affaires étrangères, puisque le président Albert Bernard Bongo l'avait transmise à la France, ancienne puissance coloniale. Et de nombreuses preuves de son existence figurent dans les différentes écritures de la République gabonaise à La Haye. Ceci posé, les tensions renaissant au début des années 2000, les partis accepteront l'implication de l'Organisation des Nations Unies. C'est ainsi que s'ouvrira en août 2003 la première médiation onusienne, et je me permets de saluer la présence avec nous du ministre d'État Jean Ping,
qui était à la tête de la délégation gabonaise avec Madame le Président de la Cour constitutionnelle d'époque, Marie-Madeleine Bolonzo. Cette première médiation, ouverte en 2003 sous le magistère de M. Kofi Annan, secrétaire général, et la conduite de M. Yves Forcier, visait au départ à trouver une solution négociée et selon les termes du médiateur, gagnant-gagnant sur le tracé des frontières comme sur la mise en place d'une zone de développement conjoint, une ZDC, pour l'exploitation des ressources maritimes de la zone. Très vite, cette médiation allait principalement se consacrer sur cette question de la ZDC. Elle allait tenir 9 sessions entre juillet 2003 et octobre 2006. Elle allait s'arrêter sans autre forme de procès et sans résultat. De fait, si les deux parties avaient fini par s'accorder sur le principe de la mise en place d'une ZDC, elles n'arriveront pas à harmoniser les positions sur l'emplacement de la dite zone. La Guinée équatoriale la situait au sud du premier degré de latitude nord, entre Coco Beach et Libreville, quand le Gabon la situait de part et d'autre de ce même parallèle du premier degré de latitude nord. Succédant à M. Kofi Annan au secrétariat général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon proposa en avril 2008 une nouvelle médiation au parti. Cette deuxième médiation sera conduite par M. Nicolas Michel. Prévue en 2 phases d'une durée de 6 à 12 mois, elle visait la continuation de la première médiation en vue d'établir par accord la zone de développement conjoint et, à défaut, la négociation d'un compromis juridictionnel. Lors de l'ouverture de cette deuxième session de médiation en juin 2008 à New York, alors que les parties s'étaient accordées sur l'organisation en 2 phases de la nouvelle médiation, la délégation équato-guinéenne exigea du médiateur le passage immédiat à la négociation du compromis juridictionnel, ce que le Gabon accepta dans son souci permanent de paix et de fraternité africaine. La deuxième médiation onusienne durera 4 ans, entre juin 2008 et mai 2012. Elle se terminera comme la première sur un constat d'échec. Aucun contact n'aura lieu ensuite entre les parties pendant 4 ans, jusqu'à ce que le secrétaire général des Nations Unies relance la médiation en désignant un 3e médiateur en janvier 2016, M. Jeffrey Feltman. Cette 3e et dernière médiation tiendra 2 sessions en janvier et en avril 2016 et se conclura par la signature du compromis juridictionnel en novembre 2016 à Marrakech, en marge de la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques COP22. C'est le lieu, mesdames, messieurs, de faire ici une 3e mise au point. En effet, contrairement à certaines fausses affirmations véhiculées ici et là, l'option de mettre un terme à la recherche d'une solution diplomatique et donc l'option de saisir la Cour internationale de justice est le fait de la Guinée équatoriale qui, du reste, saisira la Cour pour déclencher la procédure en mars 2021. Le Gabon n'a donc fait qu'y répondre. L'instance a été ouverte par la soumission, le 5 octobre 2021, de son mémoire par la Guinée équatoriale, suivi dans les délais fixés par la Cour du contre-mémoire du Gabon, de la réplique de la Guinée équatoriale et de la duplique du Gabon avant que ne s'ouvrent les plaidoiries en décembre dernier. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, avant de passer à la présentation de l'arrêt de la CIJ, qu'il me soit à nouveau permis de faire une nouvelle mise au point face à d'autres fausses affirmations qui circulent ici et là. Ce dossier a été suivi pendant plus d'une décennie par une commission nationale composée d'experts de diverses spécialités,
juristes, géographes, cartographes et de représentants de plusieurs administrations, dont les affaires étrangères, l'intérieur et les hydrocarbures. Et ce n'est qu'au moment de l'ouverture de l'instance devant la CIJ que le Gabon a désigné ses agents, parmi lesquels deux représentants du ministère des Affaires étrangères, et mis en place son équipe conseil national et international composée de grands noms du droit international, à l'image du professeur Alain Pellet, très connu dans ce milieu. Passons à présent à la présentation de l'arrêt. Conformément au compromis, la Cour était chargée de délibérer sur la validité des titres juridiques, traités et conventions invoqués par les deux parties dans le cadre différent, s'agissant de la délimitation des frontières maritimes et terrestres communes et la souveraineté sur les îles Mbagné, Konga et Cocotier. Article 1er du compromis. Pour le Gabon, il s'agissait de se prévaloir 1. de la Convention spéciale sur la délimitation des possessions françaises et espagnoles dans l'Afrique occidentale, sur la côte du Sahara et sur la côte du Golfe de Guinée, signée à Paris le 27 juin 1900. 2. La Convention délimitant les frontières terrestres et maritimes de la Guinée équatoriale et du Gabon, signée à Bata le 12 septembre 1974. Pour la Guinée équatoriale, il s'agissait uniquement de la Convention spéciale sur la délimitation des possessions françaises et espagnoles dans l'Afrique occidentale, sur la côte du Sahara et sur la côte du Golfe de Guinée, signée à Paris le 27 juin 1900. Qu'a dit la Cour sur la frontière terrestre? La Cour a conclu, malgré des centaines de preuves documentaires fournies par le Gabon, copie de la Convention, articles de presse et de doctrine, images, vidéos, correspondances diplomatiques entre ambassades occidentales, la Cour a conclu que la Convention signée à Bata n'était pas, à ses yeux, un titre juridique au sens de l'article 1er du compromis. Et en tant qu'agent de la République gabonaise, j'ai pris, dès la sortie d'audience, acte de cette décision. Décision, quant à qu'agent, je ne saurais commenter. Pour autant, mesdames, messieurs, si nous sommes tenus de respecter la décision de la Cour, rien ne nous oblige à mentir et à dire le contraire de la vérité. Car, comme je l'ai dit lors des audiences, nous savons que nos frères de Guinée équatoriale savent que nous savons qu'ils savent que cette convention de Bata a bien été signée le 12 septembre 1974 chez eux. Et la décision de la Cour ne changera rien à la réalité historique. Pour revenir sur l'arrêt, s'agissant de la frontière terrestre, la Cour a estimé que le seul titre faisant droit, c'est uniquement la Convention franco-espagnole de 1900. Et que donc, la seule frontière existant à partir de cet arrêt sur le plan terrestre, c'est la frontière décrite à l'article 4 de la Convention de Paris. Convention de Paris dont la Cour a rappelé qu'elle n'a jamais été modifiée et pour cause, sa seule modification était issue de la Convention de Bata qu'elle ne reconnaît pas. Et le dernier alinéa de l'article 4 de la Convention de Paris est clair, il dit ceci, je cite, « La ligne de démarcation entre les deux colonies sera formée par le méridien 9 degrés est de Paris jusqu'à sa rencontre avec la frontière méridionale de la colonie allemande du Cameroun. » Autrement dit, en français facile, la frontière entre les colonies françaises et espagnoles est constituée par une ligne droite, celle du méridien 9 degrés est de Paris. La frontière actuelle que tout le monde connaît, que tout le monde peut vérifier en sortant de cette salle, est constituée par le cours de la rivière Kié. Et elle n'est rien d'autre que la frontière fixée dans la Convention de Bata de 1974. Or, comme la Guinée équatoriale nie l'existence de cette convention,
et que la Cour l'a suivi, il ne reste aujourd'hui qu'une seule frontière, celle de la Convention franco-espagnole de 1900. En appliquant la décision de la Cour, qui ne reconnaît que la Convention de 1900, la conséquence pratique est que la Guinée équatoriale devrait céder autour de 375 km² de territoire gabonais de la Convention de 1900. De même que le Gabon devrait céder une petite portion de terre au nord de Médounou. Sur la frontière maritime, la Cour a estimé qu'aucun des titres invoqués par l'une et l'autre partie ne faisait droit en la matière. Et dès lors qu'elle ne reconnaît pas la Convention de Bata qui avait fixé cette frontière, il n'y a donc à ce jour pas de frontière maritime entre les deux États. Il revient donc aux deux États de négocier pour fixer ensemble une frontière maritime conformément au droit international en vigueur. Sur les îles, il est bon de rappeler là aussi le contenu de l'arrêt. En effet, contrairement à ce qu'on lit ici et là, la Cour ne s'est pas fondée sur un texte colonial pour accorder la souveraineté sur ces îles à la Guinée. La Cour a procédé à un raisonnement. Elle a estimé que l'Espagne avait eu périodiquement à exercer sa souveraineté sur ces îles pendant la période coloniale et que par conséquent, en devenant indépendant, la Guinée équatoriale héritait de ses expériences de souveraineté. Je le répète, la Cour ne s'est fondée sur aucun texte pour accorder la souveraineté. Elle s'est fondée sur une pratique de souveraineté par l'Espagne pendant la période coloniale. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs, évoquons à présent les perspectives. Ces perspectives sont aussi simples que complexes. Comme dans la plupart des cas similaires, l'application de l'arrêt de la Cour suppose l'ouverture de négociations entre les deux parties. Aucune décision de la Cour internationale de justice n'est appliquée à la sortie de l'audience. Et pour vous en donner une simple illustration, dans l'affaire Bakassi opposant le Nigeria au Cameroun, l'application de la décision ne s'est faite que 10 ans après, à la suite d'un traité entre les deux États. Et pour le dire plus simplement, cet arrêt, pour être mis en œuvre, devrait l'être sur tous ses pans. La frontière terrestre à revoir, la frontière maritime à fixer et le transfert de souveraineté sur les îles. Il revient donc aux deux pays d'examiner ensemble les implications pratiques, notamment la détermination et le retour des territoires concernés chez leurs titulaires de la Convention de 1900, la fixation de la frontière maritime, le transfert de souveraineté sur les îles. Les parties pourraient le faire en bilatéral ou avec l'assistance d'une médiation afin de privilégier les bonnes relations fraternelles et la paix. Ceci suppose donc un dialogue de fond, constructif, de bonne foi et dans un nécessaire esprit de compromis, étant bien entendu que les États restent souverains au-delà de l'arrêt de la Cour pour choisir ce qui correspond le mieux à leurs intérêts et aux impératifs catégoriques, je le répète, de fraternité et de paix. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs, qu'il me soit permis, à défaut de conclure, de rappeler ceci. Nous ne sommes pas tous tenus de nous aimer, mais j'ai la faiblesse de penser que nous sommes tous tenus d'aimer le Gabon. Ce petit quelque chose que je viens d'évoquer, Mesdames, Messieurs, s'appelle le patriotisme. Honneur et fidélité donc à la patrie, je vous remercie.
Au moment où je me tiens devant vous, Monsieur le Président de la République, et en présence de cette auguste assemblée, j'ai une forte pensée pour tout cela, tous ces hauts cadres gabonais, et qui ont passé des heures, pour ne pas dire des jours, et ensuite des mois et des mois, pour constituer le dossier du différend frontalier entre la République gabonaise et la République sœur de Guinée équatoriale. Ce dossier, comme le professeur Osatanga vient de nous le présenter succinctement, représente entre nos mains des tonnes et des tonnes de documents. Plus de 20 ans, les hauts cadres gabonais, sous la houlette des hautes personnalités de ce pays, je citerai entre autres Monsieur l'ancien ministre d'État en charge des Affaires étrangères, Monsieur Jean Ping, Monsieur le ministre d'État Paul Ntungui, en charge des Affaires étrangères à l'époque, Madame le ministre en charge des Affaires étrangères Longonjou, Monsieur Mbumbu Meyakou, ministre d'État en charge de l'Intérieur, hélas il est déjà parti, et bien d'autres personnalités qui ont eu à participer à la constitution du dossier Gabon, qui devait être d'abord soumis, comme le professeur l'a indiqué tantôt, au médiateur, comme il l'a indiqué, dans le cadre d'une médiation devant les Nations Unies. Mais en dehors de ces personnalités, il y a eu d'autres, des techniciens de haut rang. Je citerai M. Roger Sikout Engendia, plutôt Mavou, qui nous a quittés. Je citerai Guillaume Pambou Chivunda, le spécialiste du droit international dans notre pays, connu d'ailleurs dans le monde entier. Je citerai des grands professeurs de renom et des juges de renom, Kebambaye, qui était juge d'ailleurs à la Cour internationale de justice, les professeurs Kenedek, M. Alain Pellet, qui est professeur émérite, chargé justement des questions de frontières, reconnu dans le monde entier, et des cabinets de notoriété reconnus dans le monde entier, le cabinet FHS, le cabinet Freshfeld, qui nous ont accompagnés pour constituer le dossier de défense des intérêts de la République gabonaise devant les Nations Unies et par la suite devant la Cour internationale de justice. Mais je voudrais, avec humilité, faire aujourd'hui devant tout le monde notre mea culpa. Les compatriotes ont accueilli avec beaucoup de tristesse la décision rendue par la Cour internationale de justice. Mais, chers compatriotes, ce n'est pas parce que cette décision aujourd'hui est commentée chacun à sa manière que le Gabon est revenu bredouille de la Cour internationale de justice. Cette décision, le professeur vient de vous présenter succinctement son contenu, renvoie les parties à la situation qui existait en 1972-73, avant la Convention de 1974. Omar Bongo, à chaque fois, nous invitait, nous les techniciens de la Guinée équatoriale et du Gabon, à trouver des solutions gagnant-gagnant. Et il avait de cesse de rappeler à son homologue
Obiang Nguema, le président de la République de Guinée équatoriale, qu'il fallait mieux pour les deux parties de mettre en commun leur savoir-faire pour exploiter les ressources communes dans cette zone et de trouver une solution qui ne devait pas nécessairement se baser sur le droit, parce qu'il était difficile, et d'ailleurs vous allez le constater, que même aujourd'hui il est difficile de ramener les populations qui depuis de longues années se réclament de la Guinée équatoriale au Gabon. Et il est difficile également de reprendre en tant que tel les îles Mbanié, parce que les intérêts des deux pays s'entrechoquent. Ils sont donc tenus, ces deux pays, de s'asseoir pour trouver une solution qui va dans le sens de préserver les intérêts de population de l'un et l'autre pays. Monsieur le Président de la République, le professeur l'a dit, nous nous retrouvons à la case départ. Nous avons passé plus de 20 ans à essayer de trouver une solution. Et aujourd'hui, nous comptons sur les relations excellentes entre le Gabon et la Guinée équatoriale, entre votre Excellence et le président Obiang Nguema de la Guinée équatoriale, afin que les négociations qui vont nécessairement reprendre puissent aboutir à une solution définitive. J'ai donc l'honneur et le devoir de vous remettre, accompagné de co-agents qui était en même temps secrétaire permanent de la Commission nationale en charge de différents Gabon, Guinée équatoriale, de vous remettre officiellement cette décision rendue le 19 mai dernier par la Cour internationale de justice. Je me permets de la sortir de l'enveloppe pour montrer à tous qu'il s'agit de l'original